Comment est-ce que tu en es arrivé là? Quelles sont les expériences, dans ta vie professionnelle qui t'ont amené à ce que tu fais aujourd'hui? C'était quoi les étapes importantes? Alors j'ai débuté ma carrière professionnelle comme, responsable marketing dans une entreprise, puis ensuite j'ai évolué dans différentes, entreprises. J'ai fait un petit saut dans l'entrepreneuriat, en France pendant 5 ans où j'ai ouvert un dépôt-vente. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais je pense que quelque part j'étais attirée par le fait de créer une entreprise. Et puis, ce qui a vraiment été, la bascule pour, l'activité que je fais aujourd'hui, c'est le fait d'avoir des enfants, et le fait de déménager aux États-Unis, où j'ai dû, complètement en fait, réinventer mon quotidien professionnel. Quand tu es parti aux États-Unis, c'était, pour suivre ton c'est ça? Pour Oui, je suis partie en 2017 pour suivre mon mari qui travaillait pour une entreprise américaine. Il a longtemps fait les allers-retours France-États-Unis et à un moment on s'est dit ok, on y va, on s'installe. Donc on s'est installé à Boston en septembre 2017, oui, avec mes deux enfants, mon fils Augustin qui avait 4 ans et demi à l'époque et ma fille Maëlys qui avait 8 ans. Donc une nouvelle aventure qui s'est présentée à nous et l'occasion en fait de faire une pause et de m'interroger sur c'est quoi ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai bossé comme une malade jusqu'à là. Quelquefois, je manquais de sens, je manquais d'impact. Dans les entreprises où je travaillais, c'est pas tant ce que je faisais que je n'aimais plus. J'adore toujours faire du marketing, mais c'est surtout la manière dont je le faisais, les personnes peut-être des fois avec lesquelles je le faisais. Donc ça a été vraiment l'occasion de m'autoriser à faire cette pause-là et à m'interroger vraiment sur ce que j'avais envie de faire de ma vie. Ce que j'aimais, ce que j'aimais plus, comment j'avais envie de travailler, pour qui j'avais envie de travailler. Et c'est comme ça que la nouvelle aventure est née. et alors c'était quoi le déclic? Donc il y a ce besoin de sens et Absolument. comment est-ce que tu t'es dit: «Tiens, là, il y a peut-être un truc qui a du sens pour moi». Il y a eu un déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ma première envie, c'était très pragmatique, en fait. C'était créer une activité qui pouvait me permettre de travailler avec un emploi du temps ultra flexible autour de mes enfants. Mon fils le plus jeune, Augustin, allait pas à l'école encore quand on est arrivé aux États-Unis. Aux États-Unis, on rentre à l'école à 5 ans, donc j'avais besoin de beaucoup de flexibilité et après, de toute manière, les enfants finissent l'école à 14 heures. Il y a les vacances scolaires qui arrivent toutes les 6 semaines. J'avais besoin aussi de pouvoir avoir cette liberté de partir 2 mois en France si j'avais envie pendant l'été. Donc ça, c'était vraiment une condition sine qua non de ma prochaine activité. Donc c'était difficilement compatible avec un emploi de salarié, par exemple aux États-Unis, avec 2 semaines de vacances et pas de famille à côté pour prendre les enfants après l'école. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, je me suis fait accompagner par une coach spécialisée en reconversion qui m'a fait prendre conscience de tout un tas de trucs et qui m'a permis de m'interroger sur des choses euh, auxquelles je n'avais jamais eu l'habitude. En fait, je n'avais jamais accès jusqu'à présent au développement personnel. Elle m'a ouvert toute cette porte sur le développement personnel, l'autorisation de s'interroger sur ce qu'on n'aime pas, sa manière de travailler, quelles sont nos limites. Et c'est comme ça que je me suis connectée avec ce que j'aimais vraiment, qui j'étais vraiment, comment j'avais envie de transmettre des choses. Et j'avais une vraie passion pour l'entrepreneuriat. Et donc, pour moi, c'était évident que j'allais travailler avec un entrepreneur, d'où mon concept, duopreneur est né. Mmh. Et alors, donc tu te dis effectivement, là, il y a une fibre, entrepreneuriale justement qui me convient. Et comment est-ce que est-ce que c'est parti d'un besoin? Tu as détecté un besoin où tu t'es dit: «Bah, finalement, peut-être qu'eux, ils ont besoin d'un savoir que moi je maîtrise et que je peux être, complémentaire». Comment c'est arrivé tout ça? Non, alors c'est vrai que normalement, quand on débute une activité, une entreprise, en tous les cas, on s'interroge sur sa cible. Et c'est vrai que moi, j'ai fait tout l'inverse. En fait, je me suis interrogée sur moi, porteur de projet, quelles sont les compétences, les talents que je peux offrir à un client et surtout avec quel client j'ai envie de travailler. Donc ça partait vraiment de moi. J'ai tout de suite identifié, en m'ouvrant au développement personnel, que j'avais envie de travailler avec des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs du web à impact positif. C'était très fort pour moi. Donc c'est vrai que j'ai fait un choix très personnel initialement au démarrage de mon activité. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui ressemble à ce que j'ai envie de faire? Donc il y avait la profession de consultante marketing. Mais je dois t'avouer qu'à ce moment-là, en 2017,
fait, je ne me sentais pas encore les épaules pour porter cette posture de consultante très assurée. Peut-être qu'aujourd'hui, je le serais davantage, mais ce n'était pas tout à fait ça. Et j'ai découvert aux États-Unis la profession d'assistante virtuelle. Et je me suis dit, OK, ça, je peux faire. En fait, j'ai les compétences pour faire. Donc, j'ai fait un mix des deux, entre le consultant marketing et l'assistante virtuelle qui est très dans l'opérationnel parce que j'avais besoin de réaliser des choses aussi et j'avais pas envie d'être complètement dans le conseil. Donc, c'est comme ça que le mix est né, en fait. Okay. Et alors, du coup, comment ça s'est passé? Tu t'es lancé? C'était qui ton premier client? Comment est-ce que tu t'y es pris? Alors, ma première cliente, c'était quelqu'un que je connaissais aux États-Unis, donc rien à voir avec mon client idéal pour le coup, mais je me suis dit, OK, tentons, ça me fera toujours quelques dollars de plus. Donc, c'était une entreprise industrielle où j'ai fait de la saisie de fichiers, c'était juste pas du tout ce que j'avais envie de faire, mais c'était pas compliqué en fait, mais j'arrivais pas à m'y mettre parce que ça me passionnait pas du tout. Donc je me suis dit ok non, j'ai pas fait ça pour travailler avec des entreprises et des entrepreneurs qui me correspondent pas. Je peux aller chercher mes vrais clients, ceux avec lesquels j'ai vraiment envie de travailler. Et donc j'ai identifié une poignée de coachs avec lesquels j'avais vraiment envie de travailler. Je sentais que leur vision, leur mission, leurs valeurs, leur discours résonnaient vraiment en fait avec ce que j'avais envie de porter et d'accompagner. Donc, j'y suis allée un peu au culot. Je les ai suivis sur les réseaux sociaux. J'ai rebondi sur des actualités. Une avait fait une masterclass où elle exprimait ses difficultés dans plein de tâches de délégation. Une autre avait fait un congrès où j'avais été mais passionnée en fait. J'avais tout suivi tellement ça m'avait passionnée. Et donc, j'ai tout le temps en fait au début rebondi sur cette envie, en tous les cas, que j'avais de contribuer avec leur entreprise. Et ça a évolué très vite. Et ensuite, c'était essentiellement du bouche à oreille. Génial. Et donc tu as commencé à les contacter en disant, visiblement, moi, j'adorerais travailler avec toi. C'est comme ça que ça s'est fait? Et puis, hop, tu as commencé à prendre les premières missions? Oui, c'est ça. Pour une, j'ai fait une vidéo alors qu'en fait, j'étais pas du tout à l'aise avec la vidéo en lui disant, j'ai écouté cette masterclass, j'ai écouté vos problèmes et je sais que je peux être la meilleure personne pour travailler avec vous. Aujourd'hui, j'ai rien, j'ai pas de site internet, j'ai pas de carte de visite, j'ai pas de référence à vous donner, mais confiez-moi un truc, n'importe quoi. Et si l'essai se transforme, ensuite, on travaille ensemble. Et donc, elle m'a confié une première mission de mettre en place un lead magnet parce qu'elle voulait développer sa communauté. Donc, je lui ai fait les prémices de ce lead magnet. Évidemment, je n'ai pas tout livré pour lui donner envie d'avoir la suite du projet. C'est comme ça que la première collaboration s'est faite. Et puis, la deuxième aussi, c'était un échange par email. Et voilà. Et tout s'est enchaîné en tous les cas. Bon, j'ai eu des refus aussi. J'imagine. Génial. Mais donc, en fait, du coup, ce que tu racontes là, c'est que ce qui est hyper important, c'est effectivement d'être dans la bonne énergie avec l'autre personne, c'est-à-dire d'avoir envie d'être vraiment dans la prestation de service et d'être au service de la personne. C'est ça qui fait un bon duo? Oui, en tous les cas, pour moi, c'est essentiel en fait. Et si j'ai appelé ce métier-là duopreneur, c'est que vraiment, dans ma conception de mon métier, je forme un véritable duo avec mon client. Lui, il est dans sa posture d'entrepreneur visionnaire. Moi, je suis dans ma posture d'entrepreneur intégratrice. Et ensemble, on forme un véritable duo. Donc, si je n'aime pas ce qu'il partage, si j'aime pas la personne qu'il est, pour moi, ça va pas aller. En fait, on va pas réussir à collaborer ensemble. Donc, effectivement, j'ai besoin de me sentir connectée avec mon client et j'ai besoin aussi que lui se sente en confiance avec moi, partage mes valeurs, partage ma manière de travailler aussi pour qu'on puisse avoir plaisir à collaborer, surtout que les relations que je forme avec mes clients sont des relations qui durent sur des mois, des années quelquefois. Et alors, du coup, comment est-ce que tu ferais Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une assistante virtuelle, par exemple, et un duopreneur? Absolument. Donc, duopreneur, aujourd'hui, moi, j'appelle ça duopreneur depuis le début de mon activité parce que je ne savais pas exactement s'il y avait un métier qui s'appelait comme ça. J'ai découvert après, au fil de conversations avec des assistantes virtuelles américaines qui avaient un métier qui s'appelait Online Business Manager aux États-Unis, OBM, et qui ressemblait vraiment à ce que je faisais. Et donc, l'OBM...
a la possibilité aussi d'avoir beaucoup de flexibilité, beaucoup de liberté, de travailler à distance avec son client comme une assistante virtuelle. Mais la différence, c'est que l'OBM sera dans des fonctions managériales. Donc, on va s'occuper de la gestion de projet, de la gestion d'équipe, de la gestion des opérations, du suivi des métriques pour notre client. Et on va du coup être responsable des tâches de l'ensemble de l'équipe, dont celle de l'assistante virtuelle. Alors que l'assistante virtuelle, elle est davantage dans de l'exécution de tâches et elle a pour seule responsabilité son travail à elle, en fait. Donc, c'est essentiellement les différences entre nos deux fonctions. Et les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que moi, je peux bien faire mon métier d'OBM dans les équipes de mes clients lorsqu'il y a une bonne assistante virtuelle. C'est fondamental en tous les cas. Très bien. Et donc, tu t'es mis à faire ce métier d'OBM. Et comment est-ce que tu t'es formé, toi? Tu as appris au fur et à mesure ou justement tu as commencé à noter tout ce qui était important? Tu as créé ton métier toi-même ou est-ce que tu t'es formé? Alors, au tout début, je me suis lancée et je me suis un peu lancée sur les compétences que j'avais déjà. Et c'est vrai que j'avais vraiment une expertise déjà en marketing. Je me suis formée au marketing digital, mais à la base, j'étais quand même formée au marketing. J'avais aussi beaucoup d'expérience dans mes précédentes fonctions en gestion de projet, gestion d'équipe notamment. Donc ça, c'était quand même quelque chose que je savais déjà faire et que j'avais beaucoup plaisir à faire. Donc je l'ai fait très naturellement chez mes clients ensuite. Et par contre, là où je sentais que j'avais une faiblesse, c'était en gestion des opérations. Parce que pour moi, j'ai un profil à la base très littéraire et ça me semblait complètement déconnecté en fait de ce que je savais faire. Et finalement, en commençant à me former sur la gestion des opérations, sur les systèmes, sur les processus, sur le suivi des résultats financiers, les KPI, etc., j'ai adoré en fait tout ça et je me suis découvert une passion pour ça et je me suis dit non mais en fait, je suis capable de faire ça et même j'adore faire ça. Donc pour cette partie-là, oui, je me suis formée. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, en même temps que tu as pris conscience que toi, tu aimais ça, tu as pris conscience aussi que c'est des choses que le visionnaire, par exemple, n'aimait pas faire. Est-ce qu'il y a eu cette double prise de conscience? Oui, C'est souvent le cas? absolument, absolument. En fait, je travaille pour des clients qui ne sont pas des bons managers très souvent. Ils ont développé leur entreprise sur une passion, sur une expertise et petit à petit, ils ont eu du succès, donc ils ont dû intégrer des personnes dans leur équipe. Ils ont commencé à apprendre, par exemple, un comptable, c'est évident, mais une assistante virtuelle, une community manager. Ils ont commencé à déléguer des tâches et ils se sont dit, mais c'est génial en fait que d'autres personnes peuvent faire les tâches à ma place et même mieux que moi. Mais en fait, ils ont fait que déplacer leurs problèmes. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient trop de choses à réaliser, mais maintenant, ils ont trop de projets et trop de personnes à manager. Et donc, ils ne sont toujours pas dans leur zone de génie. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de personnes comme moi, comme les autres OBM, pour venir déléguer une partie de leur leadership et confier tout ce qui est management. Management d'équipe, management de projet, management d'entreprise. Et effectivement, certains d'entre eux n'aiment pas du tout ça. Donc, encore quand c'est gestion de projet, ça va parce que c'est toujours des projets passion et ils y arrivent, même s'ils ne sont pas toujours très, très organisés et qu'ils n'anticipent pas toutes les dérives. Mais c'est vrai qu'on a aussi un rôle à jouer dans le duo conforme avec nos clients pour dire à nos clients, maintenant, tu regardes tes chiffres. C'est important de regarder tes chiffres, de ne pas juste regarder ce qu'il y a sur ton compte en banque. Ça ne suffit pas. On se pose une fois par semaine, on met des KPI, on décide d'objectifs stratégiques tous les trimestres, on s'accorde sur ta vision pour l'année. Donc ça, effectivement, c'est des parties qui sont un peu plus difficiles pour lui. C'est rigolo parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est que pour le comptable, en fait, quand on est entrepreneur, on se dit, bon, bah ça, évidemment, c'est archi, c'est banal de prendre, même classique, de prendre un comptable. Par contre, prendre un OBM, c'est une phase, il faut déjà connaître ce que c'est, il faut avoir passé certaines étapes avant d'y arriver. C'est moins fréquent, c'est moins rapide, c'est moins instinctif comme étape. Oui, alors, c'est vrai que traditionnellement, on accompagne des entrepreneurs du web. C'était les premiers clients qui ont déjà un degré d'entreprise avancé avec une petite équipe en place et ils ont besoin, en tous les cas, d'avoir un partenaire stratégique sur lequel se reposer pour pouvoir continuer à faire croître leur entreprise. Donc ça, c'est vraiment notre premier client. Mais on se rend compte
depuis peut-être 2 ans de ça, qu'on est aussi sollicité de plus en plus par des entrepreneurs un peu plus débutants. Alors débutants, ça veut dire sur l'historique de leur entreprise, mais en fait, ils sont ultra professionnalisés, ils sont ultra formés, ils sont ultra bien accompagnés et ils ont compris très tôt dans le développement de leur entreprise que c'était fondamental d'avoir des fondations solides dans leur entreprise et de mettre de la structure pour aller plus loin, plus vite et plus professionnellement. Et donc, ils font aussi appel à nous. Pas dans les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement les accompagner à 360 degrés sur toute leur entreprise et sur un délai très long. On va intervenir plutôt ponctuellement et on est de plus en plus sollicité actuellement par des TPE, des PME, des artisans, des commerçants, des agences de prestation de services, en tous les cas des entreprises un peu plus traditionnelles, classiques, qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi faire appel à des personnes comme nous pour les accompagner à structurer leur entreprise. Et alors, généralement, justement, quand le duo se met en place, c'est quoi les retours de la part de l'entrepreneur? Qu'est-ce que ça change chez lui? Alors, je pense que après la première phase où on apprend à se connaître, on voit si on travaille bien ensemble, si on communique bien ensemble, je pense que fondamentalement, on lui amène beaucoup de clarté, une direction, un plan. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez immédiat en tous les cas. Quand on accompagne un entrepreneur et qu'on envisage de travailler avec lui sur du long terme, c'est fondamental. Et après, on ne va pas se le cacher, on va pas chercher du chiffre d'affaires dans notre fonction. On est vraiment un centre de coût, on est une fonction support. Donc, on ne peut pas mesurer notre efficacité à un retour sur investissement. Ça, c'est trop aléatoire, ça ne dépend pas de nous. On n'est pas des closers, par exemple. Mais par contre, on se rend compte chez nos clients et ils nous le disent qu'on leur fait un retour sur le stress, ils ont beaucoup moins de charge mentale, ils ont quelqu'un avec qui faire des ping-pong d'idées, avec qui brainstormer. Donc, pour eux, c'est super d'avoir des gens comme nous. Ils ont aussi un retour sur leur effort. On voit qu'ils travaillent moins parce qu'effectivement, c'est pas en fait qu'ils travaillent moins, c'est qu'ils sont moins sur des tâches opérationnelles, sur de la gestion d'entreprise et ils sont davantage sur des tâches qui pour eux leur demandent beaucoup moins d'efforts, qui sont dans de la communication, dans du développement commercial, dans du développement d'offres et de services. Et donc ça, effectivement, on se rend compte chez eux que ça change quelque chose. Super. Donc ça, ce métier d'OBM, tu l'as exercé pendant longtemps, c'est ça? Et après, il y a eu un moment où tu t'es dit, bon, j'ai aussi... comment c'est venu la dimension de formation? Alors, j'ai débuté mon activité de duopreneur, d'OBM officiellement en 2018. Mais en fait, j'ai eu très tôt l'envie de transmettre. Et je me souviens d'un échange que j'avais eu avec une cliente. J'étais en entretien pour voir si on allait travailler ensemble et elle me pose cette question-là, comment tu te vois dans 3 ans? Et en fait, c'est complètement contre-productif ce que je lui ai répondu parce que je lui ai dit, moi en fait dans 3 ans, je me vois en train de transmettre. Donc tu vois, là, je suis en train de faire le métier, mais au-delà de faire ce métier-là, je suis vraiment en observatrice, en exploratrice parce que j'ai envie de comprendre comment faire ce métier, d'améliorer tout ce qui peut exister en ce moment dans les méthodologies pour faire ce métier et un jour transmettre. Donc j'ai quand même eu la mission parce que la cliente aurait pu se dire, non mais attends, elle n'a pas envie d'être OBM toute sa vie, mais c'est vraiment ça en fait, la transmission elle est très forte et je pense qu'elle m'a accompagnée aussi tout au long de ma carrière salariale et très tôt j'ai eu envie de transmettre. Après j'ai eu un gros travail à faire en termes de mindset pour m'autoriser à être celle qui transmet. C'est marrant, une petite crise de syndrome de l'imposteur un peu, c'est ça? Tu t'es pas senti légitime alors que tu as des tonnes de clients? Oui, alors moi en tous les cas, j'avais pas des tonnes de clients parce que quand on est OBM, on accompagne très peu de clients en même temps et on accompagne sur du long terme. Mais oui, j'avais quand même un panel de clients et je me sentais quand même légitime et en tous les cas
compétente dans mon métier, mais entre faire ce métier-là et le transmettre à des personnes et se sentir un peu responsable de leur donner les moyens de leur réussite, c'est complètement autre chose en fait. Donc oui, il a fallu que je me dise, mais qui je suis, moi, Amélie, pour former des personnes à faire ce que je fais en fait. Et est-ce que la manière dont je le fais, c'est de toute manière la meilleure manière de le faire. Donc, ça m'a demandé effectivement d'aller chercher beaucoup de confiance au fond de moi pour faire ça. Mais comme cette envie de transmettre était plus forte que tout, ça a basculé toutes les craintes en fait. Génial. Et est-ce que alors aujourd'hui, tu arrives à presque 100 personnes formées, c'est ça? Est-ce que tu te souviens de la première? Est-ce que du coup, il y a eu ça a fait tilt dans ta tête? Tu dis, ah ouais, quand même, c'est cool de transmettre aussi, ça fait plaisir? Oui, alors hier, j'ai accueilli 14 personnes dans Duopreneur Academy, une nouvelle cohorte. Et parmi ces 14, il y avait effectivement la 100e. Donc, on en a un peu plus que 100. Et c'est génial, en fait. C'est génial. Il y a eu une accélération incroyable en 2024. Et ma première élève, c'était Daisy. Et Daisy, en fait, je lui ai parlé, je pense, en début 2021. Elle avait cette envie de se former au métier d'OBM. Elle avait vu qu'il y avait des formations qui existaient sur le marché anglophone, mais rien sur le marché francophone. Et donc, je lui avais parlé de ce projet. En fait, elle travaillait pour une cliente que je connaissais qui avait envie de la faire évoluer sur des missions d'OBM parce qu'elle le faisait de manière très naturelle, mais un peu moins professionnalisée. Et donc, elle me tannait toutes les deux. Alors, quand est-ce que tu débutes? Quand est-ce que tu débutes? Mais j'avais toujours ce stress-là de débuter et de ne pas être à la hauteur des attentes, en fait, des personnes. Et donc, Daisy, en fait, m'a fait confiance et elle m'a attendu pendant, je pense, plus de 6 mois que je lance enfin le premier groupe de testeuses. Elles étaient 8 initialement et c'était génial, en fait, de faire ça avec elles parce qu'elles m'ont permis de faire en sorte que le programme répondait à leurs attentes et aux attentes des suivantes, en fait. Cette formation, parlons-en. Comment est-ce comment ça se déroule? C'est quoi les principaux piliers, déjà combien de temps ça dure? Et puis, c'est quoi un peu les différentes étapes par lesquelles elle passe pour apprendre le métier? Alors, Duopreneur Academy, c'est un programme qui accompagne pendant 9 mois. Alors, 9 mois, pas de stress pour celles qui ont envie de se former au métier d'OBM. Ce n'est pas le temps qu'il faut pour regarder tous les modules de la formation qui sont préenregistrés. C'est le temps que moi, je mets à leur disposition pour les accompagner dans cette reconversion ou dans cette évolution professionnelle. Parce qu'on a beau avoir toutes les méthodologies, les mêmes méthodologies, en fait, tous nos clients sont différents. Et il va y avoir des différences en démarrage de collaboration, dans l'évolution de la collaboration. Et donc, je suis là à toutes les étapes de leur collaboration. Et donc, dans Duopreneur Academy, il y a 3 gros piliers, j'ai envie de dire. Il y a un pilier fondamental pour moi qui est le savoir-faire. Donc là, ça va être toutes les compétences métiers. Elles vont apprendre à faire de la gestion de projet, la gestion d'équipe, de la gestion des opérations, du suivi des métriques, un peu de gestion d'entreprise. Ensuite, il y a un pilier qui est davantage sur le savoir-être. Donc là, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est mindset et posture. C'est important parce qu'en fait, les personnes que j'accompagne, elles ont souvent elles ont toutes été en tous les cas salariées avant, donc elles ont besoin de se défaire de cette veste de salarié et d'aller vers une posture d'entrepreneur. C'est pas du tout la même chose en tous les cas, et même dans la relation avec le client, c'est pas du tout la même chose. Et elles ont aussi besoin, pour certaines, d'aller dans une posture de manager, de leader. Et donc je les accompagne aussi dans cette évolution, dans leur mindset, dans leur posture, etc. Et le 3e pilier, c'est tout un pilier faire savoir. Parce que c'est bien beau, en tous les cas, de connaître un métier. On est super content, on apprend des nouveaux trucs et on adore apprendre des nouveaux trucs. Mais à un moment, si on n'arrive pas à en parler à la terre entière et à trouver des clients, cette nouvelle chose qu'on apprend, finalement, c'est juste une chose de plus et ça ne devient pas une activité, ça ne devient pas une entreprise. Donc, on travaille sur la visibilité, la prospection, la vente, le démarrage d'une collaboration. On travaille sur toutes ces thématiques-là pour qu'elles soient vraiment accompagnées du début jusqu'à la fin dans leur projet de reconversion et d'évolution. Et alors, est-ce qu'il y a des prérequis? Quel est le type de femmes qui viennent te voir? C'est principalement des femmes, c'est ça? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des prérequis? Il faut avoir justement quelque chose, peut-être un goût pour l'entrepreneuriat, ou est-ce qu'il y a quelque chose à avoir en soi avant de pouvoir rejoindre ta formation, ou est-ce qu'on peut partir de zéro?
Alors, j'accompagne essentiellement des femmes. Il y a 2 messieurs en ce moment dans Duopreneur Academy. On les traite bien. Mais oui, essentiellement, les personnes que j'accompagne, ce sont des femmes qui ont entre 30 et 50 ans, qui ont envie de se reconvertir. Il y a des profils, mais vraiment différents. Il y a des assistantes virtuelles qui se sont trompées dans leur métier d'assistante ou qui sont expérimentées aujourd'hui et qui veulent évoluer. Mais ce n'est pas la majeure partie, en tous les cas, des personnes que j'accompagne. Il va y avoir des juristes, des architectes, des institutrices, des directrices commerciales, des DAF. Enfin, il y a tous les profils qui sont représentés dans Duopreneur Academy. Et je pense qu'en fait, si on pouvait trouver un point commun entre toutes ces femmes-là, c'est vraiment avoir envie, à un moment donné de leur vie, soit parce qu'elles sont un peu contraintes dans leur vie personnelle ou contraintes dans leur évolution professionnelle, dans la structure dans laquelle elles sont, où elles sont en burn-out, où elles ne se retrouvent pas, elles manquent de sens. Elles ont envie de créer quelque chose vraiment qui fasse sens pour elles. Mais elles ne sont pas prêtes à faire un métier de freelancing où intellectuellement, c'est trop facile pour elles. Et elles ne sont pas non plus prêtes à faire n'importe quelle activité de freelancing et en tous les cas à mettre de côté le confort matériel auquel elles sont habituées aujourd'hui parce qu'elles ont des postes à responsabilité en entreprise et elles ont besoin à cet âge-là de leur vie de maintenir ce confort-là. Donc elles ne sont pas prêtes en tous les cas à tout recommencer de zéro. Et en termes de personnalité, c'est des personnes qui effectivement s'épanouissent dans les coulisses. Ce qui les intéresse, c'est faire briller, rendre service. C'est pas pour rien qu'on est des prestataires de services. Ce sont des personnes qui naturellement aiment tout ce qui est l'organisation, la structure. Ça, c'est important. Et puis, en termes de personnalité, on va être sur des profils où il y a quand même un certain leadership naturel, c'est important, même si ça se développe, mais c'est important quand même d'avoir cette assise-là. C'est important aussi d'avoir le sens des responsabilités, le sens du détail, être ultra proactif, autonome et aussi avoir une vraie intelligence émotionnelle et relationnelle parce que on gère tout ce petit monde, on gère le client, on gère l'équipe, donc c'est important d'avoir ça. Donc pas vraiment de prérequis en termes de compétences, mais plutôt en termes de soft skills, de talent, de personnalité. Et justement, effectivement, c'est marrant, c'est vraiment une des spécificités de ce métier-là, c'est que c'est pas du freelance et en même temps, elle n'est pas associée non plus de la société, mais presque, c'est-à-dire pas sur le papier, c'est ça, mais son implication, c'est presque celle d'un associé. Oui, on pourrait dire ça, effectivement. Donc, en général, les personnes qui font ce métier-là ont une auto-entreprise ou une autre forme juridique d'entreprise. Donc, on est vraiment des freelances, on est vraiment des prestataires de services, des entrepreneurs. Mais c'est vrai que, comme on a tendance à accompagner des clients sur la durée, eh ben, il y a quelque chose de très fort qui se crée entre les deux parties. Et pour certains clients, on intervient tous les jours, en fait, dans leur activité. Donc, c'est vrai que c'est une relation qui est très forte en tous les cas avec un client. Et est-ce que justement les personnes que tu formes, c'est un peu tous les mêmes modèles ou au contraire, après le but du jeu, c'est que chacun fasse ressortir ses forces et mette en avant sa spécialité? Alors, ce n'est pas du tout les mêmes modèles. Je pense que personne n'a besoin d'un copier-coller d'Amélie Duopreneur, en fait, dans les entrepreneurs. Et en fait, c'est ce que j'adore, c'est-à-dire que moi, la manière dont j'accompagne les personnes, c'est qu'effectivement, je vais leur partager des compétences métiers communes, des méthodologies communes, des templates de documents qu'elles peuvent réutiliser tels quels chez leurs clients. Mais ça n'a aucun intérêt, en fait, pour les clients. Ce qui est important pour le client, c'est de trouver une personne avec laquelle il va former un duo de choc. Donc, la personnalité aussi y est pour beaucoup et les besoins des fois des clients sont un peu différents. Donc, certains vont avoir besoin de quelqu'un qui est ultra calé en marketing, d'autres qui va être ultra calé, par exemple, en finance. Et c'est ça qui est génial, en fait, dans notre profession. C'est-à-dire qu'on va faire ce petit melting pot entre qui on est, donc notre personnalité,
ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui est pour la plupart directement transférable, même organiser la kermesse de l'école, c'est une compétence de gestion de projet et de gestion de personnes. On peut aussi la transférer, donc il n'y a pas de petites expériences qui ne sont pas transférables. Ce qu'elles vont venir apprendre dans Duopreneur Academy ou dans d'autres formations qu'elles vont faire à côté. Et également, il faut pas se le cacher, les opportunités qu'elles vont saisir. Par exemple, si tel client utilise tel outil ou tel système, elles vont se former à ça et effectivement, ça va faire évoluer leur offre. Mais c'est ça qui est génial en fait, c'est que avec des méthodologies communes, on arrive en fait à avoir des profils complètement différents. Et c'est très souvent en fait que des fois, les duos ne fonctionnent pas. Et c'est pas parce que l'OBM est nul ou que le client est ignoble, en fait. C'est juste qu'il y a quelque chose dans la complémentarité qui fonctionne pas. Et c'est normal parce que ça tient beaucoup de la personnalité, en fait. Et à quoi est-ce qu'on voit que le duo fonctionne? Comment est-ce que tu te rends compte quels sont les signes qui font que tu te dis là, c'est bon, le duo, c'est parti pour marcher? Alors, je pense que déjà, le plaisir de travailler ensemble, il est fondamental. Tu vois, si on n'est pas là pour souffrir, comme dirait... mais en fait, oui, c'est ça. C'est que si on n'a pas de plaisir à travailler ensemble, ça va pas. Si on n'arrive pas à communiquer ensemble, ça va pas. Donc, je pense que c'est important, au début d'une collaboration, de se dire les choses vraies. C'est-à-dire qu'on va se poser en début de collaboration et, par exemple, moi, en tant qu'OBM, je vais dire à mon client, écoute, voici comment j'aime travailler. Est-ce que tu peux me dire comment toi, tu aimes travailler ? Par exemple, on a des clients qui ne supportent pas recevoir des audios. Eh bien, il faut le savoir, tu vois, parce que si tu commences à le débriefer en audio, ça va vite l'exaspérer. Donc, c'est important de connaître les petites manies de chacun. Et aussi, par exemple, dire au client, écoute, il y a des moments où ça ne va pas aller entre nous. Il y a des moments où tu vas être ultra stressé parce que tu fais le lancement de ta vie et il y a 500 000 € qui est en jeu. Ou il y a des moments où peut-être moi, je vais être fatiguée et je vais moins bien prendre tes remarques. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on se dise les choses vraies? Et à partir du moment où on n'est pas dans une relation fantasmée et qu'on s'est mis au clair au début sur la manière dont on envisage la collaboration, qu'est-ce qui ferait de part et d'autre que cette collaboration sera réussie? Ben, en général, il y a peu de surprises après. Et il y a toujours des ajustements à faire. C'est comme dans un couple, en fait. Il y a une phase de séduction au début où on en profite pour voir si on arrive bien à travailler ensemble. Et puis ensuite, on ajuste la relation, la collaboration entre les deux et les rôles aussi évoluent. C'est-à-dire que quand on commence à intervenir chez un client, quelquefois ce client-là, il n'est pas 100% dans sa posture de visionnaire. Donc c'est aussi important pour nous d'être 100% dans une posture d'intégrateur pour l'aider à être 100% dans sa posture de visionnaire. Et c'est comme ça après que le duo évolue et qu'on fait des super choses ensemble. Et du coup, c'est ce que tu fais aussi maintenant? Tu es aussi une partie agence matrimoniale de l'entrepreneur, un peu, c'est ça? Tu fais des matchs? Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai arrêté mes prestations d'OBM. Ça me manque beaucoup, mais j'ai fait ce choix parce qu'à un moment, il faut faire le choix. Et j'ai décidé de donner en ce moment, en tous les cas, la priorité au développement du Duopreneur Academy. Et j'ai cette visibilité, effectivement, un peu plus que les personnes que je forme. Donc, je reçois fréquemment des demandes d'entrepreneurs et je les match avec des OBM qui sont formés et qualifiés en fonction de ce dont ils ont besoin. Donc, ça peut être pour des collaborations courtes et ça peut être pour des collaborations plus longues. Super. Et comment ça se passe dans la formation dans les 9 mois? Est-ce que justement tu fonctionnes par cohorte? C'est ça, c'est des petits groupes de 10-15? Et du coup, il y a une énergie de groupe, c'est beaucoup d'individuels. Comment ça se répartit tout ça? Alors au début, j'ai rentré les personnes dans Duopreneur Academy au compte-gouttes parce que j'avais vraiment, à part mon premier groupe pilote de 8 personnes, mais après je les ai vraiment rentrées au compte-gouttes parce que j'avais besoin d'éprouver la méthode. Je savais qu'elle fonctionnait avec les 8 premières personnes qui étaient essentiellement des assistantes virtuelles expérimentées, mais j'avais besoin de savoir que ça fonctionnait avec d'autres profils. Donc, par exemple, je vais accompagner des personnes qui n'ont aucune connaissance des outils, aucune connaissance du marketing digital et qui ne se destinent de toute manière pas du tout à travailler avec des entrepreneurs du web. Donc, c'est un autre type d'accompagnement, mais j'avais besoin de voir que la méthodologie du Duopreneur fonctionnait aussi pour ces projets-là. Donc ça, une fois que ça a été validé, j'ai décidé d'accueillir des personnes, des groupes par cohorte qui débutent à peu près tous les 2-3 mois. La première cohorte a eu lieu l'été dernier. Donc on a à peu près presque un an maintenant
de recul pour pouvoir faire une analyse. Et je me rends compte qu'effectivement, ça change mais complètement la donne en fait. Il y a une espèce de dynamique qui se crée dans le groupe, c'est incroyable parce que 9 mois, c'est long. On a le temps d'en avoir des émotions, des hauts, des bas en fait, comme dans tout projet entrepreneurial de toute manière. Donc, c'est génial qu'il y ait cette cohésion de groupe. Donc, les personnes qui rentrent dans Duopreneur Academy vont avoir une évolution au sein de leur groupe où il y a des choses qui vont se faire qu'avec leur groupe et leur corps avec laquelle elles sont arrivées. Et aussi, elles sont intégrées à l'ensemble du groupe. Donc, par exemple, en continu, il y a à peu près une 60aine de personnes dans le groupe et donc elles peuvent travailler avec toutes les personnes du groupe. Et on va former des sous-groupes où elles vont travailler par duo, donc elles vont faire des binômes et elles vont aussi travailler par quatuor, on appelle ça chez nous des puissances 4, c'est plutôt des cerveaux collectifs, donc elles vont travailler sur plein de choses en tous les cas. Et est-ce qu'il y a un aspect qu'elle découvre en chemin? Est-ce que tu as des anecdotes comme ça de personnes qui sont venues, qui se formaient en se disant bah, tiens, je vais apprendre ce métier, ça a l'air sympa, etc. Puis il y a une vraie révélation, il y a quelque chose qui a complètement changé la donne? Oui. Alors, en fait, les personnes qui rentrent dans Duopreneur Academy, quelquefois, elles me disent « Alors moi, j'adore la gestion de projet » ou « J'adore la gestion des opérations ». En général, c'est les deux thématiques, les deux piliers métiers qu'elles préfèrent et avec lesquels elles se sentent vraiment légitimes pour déjà débuter des collaborations. Et en fait, elles découvrent des choses et ça leur ouvre des portes. Elles découvrent, par exemple, en tous les cas, dans Duopreneur Academy, le nombre de personnes qui me disent « Mais j'aurais jamais cru que j'allais aimer faire de la gestion de chiffres, du suivi des résultats, des tableaux de bord de pilotage financier. Mais en fait, tu m'as rendu ça mais tellement accessible que j'ai envie de faire ça et que je me sens prête en tous les cas à faire ça. Et je vois que c'est un vrai besoin de la part de mes clients. Donc très souvent, en fait, elles se confrontent à quelque chose qu'elles pensaient très compliqué, mais l'approche que j'en ai fait qu'elles se disent que non, c'est complètement accessible et c'est tant mieux pour ça. C'est-à-dire que si ensuite elles présentent le dossier comme étant compliqué, complexe au client qui déjà lui a peur de ces thématiques-là, ça ne va pas fonctionner. Alors que si elles ont elles-mêmes intégré que ce n'était pas si compliqué que ça, que c'était plutôt le fun et qu'elles allaient pouvoir le transmettre comme ça à leurs clients, eh ben on a tout réussi en fait. Et comment elles font après, du coup, pour trouver l'entrepreneur avec lequel elles rêvent de travailler? Comment tu les aides aussi sur cette partie-là, une fois qu'elles sont formées, sur comment trouver la bonne personne et créer le bon duo? Oui, alors je leur partage différentes techniques, pratiques pour rentrer en relation avec le client. Donc, je crois fondamentalement que le démarrage, ça doit être une bonne relation, une bonne conversation, un bon échange avant de parler de vente, etc., de transactions. Ça, c'est important. Je pense qu'il y ait une envie commune de collaborer ensemble. Donc, ça passe vraiment par beaucoup de relationnel, par beaucoup d'échanges, par beaucoup d'écoute aussi des besoins des clients potentiels. Donc, je les accompagne surtout à faire ce travail-là d'écoute attentive et de réponse aux besoins qu'elles peuvent identifier auprès des cibles qu'elles ont au préalable identifiées. Elles ont un gros temps de réflexion personnelle dans Duopreneur Academy. C'est vraiment le module le plus compliqué pour la plupart d'entre elles, où elles réfléchissent à qui elles sont, comment elles ont envie de travailler, avec qui elles ont envie de travailler. Est-ce qu'elles ont envie d'avoir des collaborations longues ou des collaborations courtes? Est-ce qu'elles ont envie de proposer tous les piliers du métier ou de se spécialiser sur quelque chose? Donc, elles réfléchissent beaucoup à ça et c'est pas facile, effectivement, quand on part de zéro. Ensuite, elles ont un travail individuel avec moi sur cette partie-là pour finaliser leur offre, leur tarif, leur positionnement. Et à partir de là, elles vont débuter des collaborations. Et j'imagine que aussi pendant les 9 mois, il y a aussi des moments un peu de doute ou des moments un peu difficiles. Est-ce que ça arrive dans le parcours? Est-ce que est-ce que ça arrive de temps en temps? Et comment est-ce que c'est géré justement dans le groupe? Est-ce que justement il y a une énergie de groupe qui fait que, ou du coaching peut-être one-to-one, des choses comme ça qui font que pour passer ce moment, c'est un moment de transformation souvent? Oui, alors on ne va pas se le cacher, c'est pas facile de devenir entrepreneur. Quand j'ai lancé Duopreneur Academy, je m'étais imaginé, attends, j'ai juste besoin de transmettre les compétences métiers et puis ça va rouler. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile pour ça, pour les personnes. C'est-à-dire que
elles apprenaient non seulement un métier, mais elles apprenaient aussi une nouvelle manière de travailler et elles apprenaient à être entrepreneurs. Et évidemment, c'est compliqué la première année et même après la première année. Donc moi, je les préviens toujours, ça va être compliqué et vous allez avoir des challenges, mais petit à petit, vous allez les surmonter. Donc quand elles ont un petit coup de mou, ça arrive des fois à partir du moment où elles comprennent ce que c'est que la profession, qu'elles ont bien intégré les compétences, elles se disent ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec ces compétences-là? Donc là, je les accompagne effectivement à passer davantage à l'action, à entrer en échange avec leurs cibles potentielles pour pouvoir se confronter aux réalités du marché et se rendre compte qu'en fait, elles ont les compétences et qu'elles sont intégrées. Parce qu'en fait, dans nos profils, on est très souvent perfectionniste et on ne se rend pas compte que ce qui paraît si naturel en fait pour nous sont des compétences fondamentales pour le développement d'une entreprise et surtout des compétences qui manquent à leurs clients. On a l'impression que c'est facile pour nous, mais en fait c'est pas du tout facile pour la plupart des entrepreneurs visionnaires. Donc ça, il faut qu'elles se rassurent sur ça et on travaille beaucoup sur ça. Et puis après, je pense que ce qui fait en sorte qu'elles ont envie de continuer cette aventure-là et qu'elles se sentent bien dans leur fonction d'OBM, c'est toute la sororité qu'il y a dans le groupe. Donc si elles ont peut-être une tendance à la comparaison, ça peut arriver, tu vois, et du coup, quand tu te compares, tu vas dans un truc down. Et le fait d'échanger avec d'autres personnes, de sentir qu'il y a une envie collective de faire en sorte que tout le monde réussisse, de comprendre que oui, on peut peut-être tous s'appeler OBM, mais on n'a pas du tout les mêmes services et on ne vise pas du tout les mêmes personnes et on n'a pas du tout la même personnalité, ça permet aussi de relativiser. Et à mes côtés dans Duopreneur Academy, il y a aussi une coach certifiée qui accompagne les personnes qui sont dans Duopreneur Academy en session collective. Donc elle va travailler sur des pensées comme des pensées limitantes ou du syndrome de l'imposteur ou de mindset, de posture, etc., de prospection. Et elle les accompagne aussi individuellement. Donc moi, j'ai vraiment une casquette mentor expert métier et la coach du programme a toute l'autre partie mindset et croissance personnelle et professionnelle. Et comment est-ce que tu vois justement le marché? C'est quoi? C'est un marché en pleine expansion? Il va y avoir de plus en plus de besoins de ce métier, de ce nouveau métier de duopreneur? Ouais, j'en suis convaincue. En fait, j'en suis convaincue. C'est comme l'histoire de l'offre et de la demande et de la prise de conscience du besoin en tous les cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y avait peu de demandes pour des profils d'OBM, de duopreneurs, c'est qu'il y avait peu de connaissances de ce métier. Et au fur et à mesure que ce métier devient connu, eh ben, les envies aussi sont de plus en plus identifiés, les besoins aussi sont de plus en plus identifiés de la part des clients et donc ils ont envie d'intégrer des profils comme les nôtres dans leur entreprise. Et autant quand moi j'ai démarré mon métier et en discutant avec des OBM qui ont démarré dans les mêmes années que moi, on a appris sur le tas, on s'est formé avec notre client parce que nos clients web entrepreneurs qu'on accompagnait, eux aussi, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. C'était le tout début, ils entraient dans des groupes d'entrepreneurs, ils testaient, on testait avec eux, on progressait, on se professionnalisait ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que les entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent en tous les cas ou ceux qui sont un peu plus anciens, ils sont ultra professionnalisés. La technologie, ça va super vite. Et donc, ils ont besoin d'avoir des profils ultra professionnalisés pour les accompagner. Et je suis persuadée que le métier d'OBM, de duopreneur, peu importe comment on l'appelle, va connaître la même croissance que celui d'AV il y a quelques années et plus récemment celui de Customer Care Manager ou de Closer, tu vois. Et on sait en tous les cas, aux États-Unis, on sait qu'il y a 4 profils de visionnaires pour un seul profil d'intégrateur parmi les entrepreneurs. Parce que, en fait, les personnes qui sont à l'aise sur le devant de la scène, qui ont 1000 idées à la minute, qui veulent les implémenter tout de suite, sont beaucoup plus nombreuses que celles qui sont ultra à l'aise dans les coulisses, qui font des plans, qui développent, qui orchestrent et qui s'épanouissent complètement, en tous les cas, dans le back-office. Donc, je suis persuadée que la demande des clients va être de plus en plus exponentielle, en tous les cas. Et puis, il y a encore peu d'OBM formés, qualifiés sur le marché francophone. Et celles qui le sont aujourd'hui, elles ont déjà leurs clients, parce qu'on n'a pas 10 clients, 30 clients en même temps, en fait. Oui, justement, j'allais te poser cette question-là. Avec combien de clients on peut travailler
quand on est opérationnel? Alors, ça dépend de la manière dont on fait son travail. Quelques-unes ont envie d'avoir des collaborations longues avec peu de clients parce qu'elles les accompagnent dans toutes les facettes de leur entreprise. Et d'autres ont des interventions plus ponctuelles parce que l'entreprise ne nécessite pas une intervention plus longue ou parce qu'elles se sentent à l'aise en multipliant les collaborations. Mais en général, on a rarement plus de 2-3 clients max qu'on accompagne sur du plus long terme. Tu vois, peut-être on va avoir 2 clients qu'on accompagne sur du long terme et ensuite des missions ponctuelles sur certains sujets de spécialité qu'on peut avoir pour certains clients dans des moments où on a un peu plus de temps. Donc, ça ne fait pas beaucoup de clients sur l'année, en fait. D'après toi, c'est avec ton expérience et la centaine de personnes que tu as formées, c'est quoi les signes avant de rentrer dans ta formation où effectivement c'est des gens qui pourraient s'épanouir dans le métier du haut-preneur d'OBM? Quels sont les signes où tu vois, quelqu'un qui est un petit peu perdu et qui cherche une réorientation, c'est quoi les signes qui font que peut-être ça pourrait être intéressant pour eux de s'intéresser à ce que tu proposes? Alors, je dirais en fait que c'est une envie vraiment de contribution au business de quelqu'un. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est visionnaire, ça paraît complètement fou de se sentir appelé, intégré dans le business de quelqu'un d'autre. Mais pour nous, c'est juste le rêve en fait, de participer au développement et à la croissance d'une entreprise dont on partage la vision, la mission. C'est vraiment ça en fait qui nous motive. C'est-à-dire que ouais, c'est ça. C'est vraiment, si elles sentent qu'elles ont envie d'accompagner un client dans les coulisses et qu'elles sentent que c'est fondamentalement leur place, elles n'ont pas envie de briller, elles n'ont pas envie de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, mais elles sont appelées par l'entrepreneuriat, et ben c'est le juste métier pour elles. C'est marrant parce qu'effectivement, tu dis nous, donc c'est vraiment une communauté de gens qui se comprennent entre elles, qui disent oui, moi je peux aider, elles n'osent pas trop. Et c'est ça. Mais je pense qu'on est vraiment une communauté, c'est-à-dire que on est un peu la face invisible de l'entrepreneuriat et ça nous va très bien en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aise sur le devant de la scène et on n'a pas envie de toute manière d'occuper le devant de la scène. Ce qui nous plaît, nous, c'est de faire briller notre client. Je dis souvent en plaisantant, c'est un peu comme René, c'est le celebrity maker de Céline Dion, tu vois. Eh ben, c'est ça, nous en fait, on est le celebrity maker de nos clients et ça nous va très bien cette place-là. Donc oui, et je dis nous parce que j'ai un tel amour en fait pour les personnes qui sont en Duopreneur Academy. Ça paraît fou de dire ça, mais en fait, développer une formation pour partager mes compétences, ça ne m'intéresse pas en fait, parce que on ne va pas se le cacher. Les informations aujourd'hui, elles sont partout. Si les personnes veulent se former en gestion de projet, elles vont aller sur YouTube, elles vont trouver de la gestion de projet, elles vont à la bibliothèque de leur ville, elles vont trouver un livre sur la gestion de projet. Mais là où je me rends compte que c'est ce qui me nourrit au quotidien, c'est cette communauté en fait que j'ai créée. C'est cette sororité entre les filles. Mais moi, je suis épatée en fait à chaque fois. Il y en a une qui dit « Ah bah moi, j'ai un client qui fait ça, je suis pas trop sûre, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Il y en a toujours une en fait qui va aider. Et je trouve ça fou. Et c'est vrai qu'au début de mon activité, moi, je me sentais très seule, très souvent dans mon activité. Parce qu'en fait, on est rarement seul, on est très souvent en réunion, on échange avec les membres de l'équipe, on échange avec les clients. Mais on est très seul dans la prise de décision. Donc évidemment, quelquefois, tu peux dire à ton client, ben, écoute, je vais me renseigner et je reviens vers toi. Mais tu peux pas dire aux équipes, ah non, mais là, le client aujourd'hui, je peux plus le supporter, il abuse vraiment, c'est pas possible. Tu es là pour fédérer une équipe, c'est juste pas possible. Et puis tu peux pas non plus aller ventiler tout le temps au client que y a un des freelances qui fait pas son boulot si c'est juste une fois de temps en temps, tu vois. Donc on est très seul dans la prise de décision et le fait d'être dans une communauté de pairs qui comprend ce qu'on est en train de vivre, c'est fondamental en fait, c'est fondamental. Super. Et dans la centaine de personnes que tu as accompagnées comme ça, c'est quoi est-ce que tu en gardes une belle histoire? Est-ce que tu aurais une belle histoire à nous partager de quelqu'un qui a eu un parcours, je sais pas, si tu devais garder qu'une seule histoire, une seule anecdote, ce serait quoi? C'est là que tu veux me tirer la petite larme. Ouais, peut-être. Alors, j'aime en fait, il y a plein de personnes que j'ai adoré accompagner. Je trouve ça incroyable en fait la manière dont les filles se réalisent
Enfin, c'est fou les transformations, mais c'est au-delà des compétences métiers, c'est surtout qu'elles se disent qu'elles ont trouvé le métier qui était fait pour elles. Très souvent, elles rentrent dans Duopreneur Academy et elles se disent, moi j'ai un parcours atypique, il y a plein de choses que j'aime, mais je ne suis pas experte dans un seul truc. Je sens en fait que j'ai une carte à jouer, que j'ai une empreinte à laisser sur le monde, mais je ne suis pas là à l'avant du bateau, tu vois, donc elles cherchent en fait leur place. Et en fait, c'est une vraie révélation quand elles découvrent ce métier. Elles se disent, mais ce métier-là, c'est le mien en fait, c'est peut-être celui que je faisais sans le savoir, ou c'est celui que j'ai envie de faire. Et je pense toujours au témoignage de Chriselle qui a juste un peu plus que 50 ans. Et elle me dit, en fait, j'ai trouvé le métier de mes rêves. Je suis en train de vivre le métier de mes rêves. Et je trouve ça génial. Aujourd'hui, elle accompagne des infopreneurs à succès. Mais moi, juste qu'elle me dit, je vis le métier de mes rêves, je ne demande rien d'autre à la vie, en fait. J'ai réussi ma mission. Et c'est pas quelqu'un qui a eu une carrière professionnelle chaotique. Elle a été DAF, elle a eu des postes à très haute responsabilité, elle a géré des très grosses équipes. Et le fait qu'elle te dise aujourd'hui, j'ai trouvé le métier de mes rêves, je me réalise, moi je me dis ok, tu vois. Et des fois, c'est ça, en fait, c'est juste se dire, en fait, ma place, elle était peut-être à l'ombre, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde doit être dans la lumière, etc. Et en fait, ça te fait plaisir de trouver, d'aider les personnes à être au bon endroit, au bon moment. Exactement. Et d'ailleurs, tu parles de bon endroit, bon moment, mais moi, ma promesse en tant qu'OBM, duopreneur pour mes clients, c'est de faire en sorte que les bonnes personnes fassent les bonnes actions au bon moment, de la meilleure manière possible. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment la promesse du tout bien, en fait. Super. Comment est-ce que tu vois évoluer ton offre et ton académie? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour les années à venir? Alors, j'aimerais accueillir encore plus de personnes parce que je crois que c'est vraiment un potentiel de réalisation pour tellement de personnes talentueuses qui se recherchent, qui ont vraiment des compétences à offrir aux entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs du web ou des entrepreneurs un peu plus classiques, et aussi parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de business models mixtes chez nos clients. Ouais, j'ai envie d'accompagner de plus en plus de personnes. Chaque année, en début d'année, je fais une refonte du programme Duopreneur Academy. Ça me tient à cœur, en tous les cas, de rester toujours à l'écoute des besoins des personnes que j'accompagne parce qu'elles ont beaucoup évolué en fait depuis le début du programme Duopreneur Academy. J'accompagne plus aujourd'hui les mêmes profils que j'accompagnais au tout début. Ouais, je pense qu'on peut me souhaiter ça, c'est-à-dire plus de personnes et surtout un programme qui évolue sans cesse pour toujours répondre à leurs besoins et à leurs attentes.